Retrouvez toute l'actualité médicale avec le journal de la santé et atmedica.com. Comment apprendre à opérer sans faire prendre de risques aux malades? C'est en opérant des personnes décédées que les apprentis chirurgiens progressent, visitent des coulisses d'un lieu inconnu du public dans ce journal. Une petite myopie qui passe inaperçue chez un enfant de 6 ans et c'est la porte ouverte à des maux de tête, à des mauvais résultats scolaires, alors qu'un simple examen de dépistage permettrait de diagnostiquer ce trouble. Bonjour. Un Français sur 5 n'est pas vraiment à l'aise dans la vie, mais 9 sur 10 pensent que le mal-être peut diminuer en parlant à quelqu'un. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par la Sofres pour l'association SOS Amitié, sondage publié ce matin. Marina, bonjour. Bonjour. Cette association qui fête ses 40 ans d'existence n'est pas sollicitée seulement pour des problèmes de solitude. Effectivement, les ennuis de santé sont à l'origine de très nombreux appels à cette association, puisque sur les 600 000 appels qu'ils reçoivent tous les ans, 2 tiers concernent des ennuis de santé, une maladie, une dépression. Et quant au mal-être dont vous parliez, il y a un certain paradoxe apparemment d'après ce sondage, puisque si 9 Français sur 10 pensent que de parler peut réduire ce mal-être, 1 sur 2 continue de penser que les problèmes psychologiques sont un sujet tabou. Résultat, ils se confieraient prioritairement à leurs proches, mais moins d'1 fois sur 3 à un médecin ou à un psy. Et puis il faut encore noter que près d'1 Français sur 2 pense que le mal-être peut s'oublier dans la drogue, l'alcool ou le tabac. C'est pas très rassurant comme sondage. Avouez que la dernière fois que vous vous êtes fait opérer, si c'était dans un hôpital, vous vous êtes demandé si c'était vraiment le chirurgien que vous avez vu qui allait réaliser l'intervention. Parce qu'on sait que dans les services hospitaliers, il y a un certain nombre d'étudiants, d'internes, de chefs de clinique qui deviendront à la fin de leurs études de bons chirurgiens, mais en attendant qu'ils soient formés, on préfère quand même avoir affaire à quelqu'un de plus expérimenté. Avant de voir comment ils s'entraînent, Marina, on peut déjà rassurer nos amis, pas question qu'un jeune qui n'a jamais touché un bistouri de sa vie vous enlève les amygdales. Non, il n'y a rien d'autre d'ailleurs non plus. Effectivement, il faut savoir que les internes, donc qui sont effectivement ces jeunes médecins qui apprennent dans les hôpitaux, vont opérer d'abord avec le chef de clinique qui est là, qui est dans le bloc opératoire et qui opère lui-même. Donc au début, ils vont apprendre comment on opère. Ils vont simplement, au début, on les laissera refermer la cicatrice. Et puis au fur et à mesure, ils feront un peu plus de gestes. Mais pendant toutes leurs études, de toute façon, ils opéreront sous la responsabilité du chef de clinique. Il faut savoir même que s'il y a un problème qui survient en salle d'opération, c'est le chef de service qui est considéré comme responsable. Donc vraiment, l'interne est là pour apprendre et on ne fait pas prendre de risques aux patients. Voilà, et on leur tient la main pendant tout leur apprentissage. Alors, comme les patrons ne peuvent pas passer leur temps à tout expliquer au bloc opératoire et qu'il faut aussi très bien connaître l'anatomie du corps humain, c'est quelque chose pour bien opérer, les internes parisiens s'entraînent au fer à moulin, dans un lieu dans lequel on évite les caméras. L'administration de l'assistance publique des hôpitaux de Paris a exceptionnellement autorisé celle du journal de la santé à venir discrètement voir ce qui se passait dans ce drôle de lieu. Un reportage de Jean-Christophe Porte et Vincent Bouffartig. Dans ce cas-là, on a utilisé le muscle pédieux uniquement pédiculé sur la petite artère dorsale latérale du tarse sans interrompre la continuité de l'artère pédieuse. Est-ce que vous comprenez bien cette astuce technique ? Dans l'amphithéâtre de l'école de chirurgie de Paris, une vingtaine de chirurgiens, pour la plupart orthopédistes ou traumatologues. Ils viennent d'un peu partout, Syrie, Maroc, Espagne ou France, et la majorité est déjà en activité. C'est le 3e et dernier jour d'une formation axée sur la technique des lambeaux, une technique qui permet de réparer les fractures ouvertes. Depuis 3 jours, les stagiaires font la navette entre l'amphithéâtre et la salle de dissection, car chaque étape de l'enseignement théorique est aussitôt appliquée en grandeur réelle. Dans la salle de dissection, les assistants ont disposé sur des tables les corps qui vont servir à la leçon. Des hommes et des femmes qui ont fait don de leur corps à la science. Alors, rappelez-vous que la zone qui est la plus importante et celle qu'il faut inclure, c'est l'espèce de bosse là, de cassure entre le tarse antérieur et le métatarse. Voilà, c'est là. Est-ce que cette façon-là, c'est la seule façon aujourd'hui de se perfectionner en chirurgie? Ah, c'est une question embarrassante, mais je vous répondrai sans ambiguïté, oui. Car il n'y a que l'infinie et l'inlassable répétition des gestes qui permettent d'acquérir la maîtrise indispensable pour avoir une sécurité opératoire parfaite. Alors, évidemment, on peut envisager aussi ce qu'on appelle le compagnonnage de salle d'opération,
qui consiste dans un premier temps à aider des opérations d'un type déterminé, puis ensuite à être aidé par un seigneur, un maître en quelque sorte, et enfin d'être lâché soi-même dans la nature, si j'ose dire. Mais on n'aura jamais, si vous voulez, le capital de répétition suffisant pour avoir une maîtrise absolument parfaite. Ah ben ça m'a l'air pas mal ça. Ben voilà, c'est très bien. Hein? Et c'est resté adhérent, là, il y a une liaison entre l'artère et le lambeau. Pour vous, là, c'est vraiment une bonne façon d'apprendre cette technique? C'est pas la bonne, c'est la seule façon. Sinon, après, le seul autre moyen, c'est de le faire sur des malades et c'est pas possible. Donc, c'est des gestes qui sont des opérations qui sont délicates, précises. Et là, ça permet d'avoir tous les moyens d'entraînement, d'explication, avec tous les détails pratiques pour que ça marche. Parce que dans les livres, vous avez tout, mais vous n'avez pas le relief des choses. On a des cours de dissection chez nous, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en plus, les écoles n'ont pas la même renommée qu'ici. Et les professeurs ne sont pas aussi bien, et c'est pour ça qu'on vient. Le principe de l'école de chirurgie, c'est de partir du plus théorique pour aller par étapes vers le plus pratique. Les élèves de première année apprennent à réduire des fractures sur des manches à balai ou sur des modèles en plastique. Puis on passe à l'animal vivant comme dans ce cours de microchirurgie. Ici, les futurs chirurgiens s'entraînent à suturer des veines ou des artères, pas toujours évident. Je pense que j'ai mis un peu trop de points peut-être sur la veine. Voilà, un peu trop de points, c'est vraisemblable. Bon, faut recommencer. Ici, il y avait un peu trop de points de suture. Là, pour le même exercice, il n'y en a pas assez. Pour réaliser ce seul geste correctement, il faut une année d'apprentissage. Pour l'instant, ce travail sur les organismes vivants ou morts reste un passage obligé vers la chirurgie, ce qui gêne quelque peu les enseignants de l'école de chirurgie, car les dons de corps se font de plus en plus rares. Pour éviter l'impasse, un simulateur d'opération est actuellement en cours d'élaboration. Pour enlever l'appendice sur une souris, ça ne doit pas être facile. Bien visé. Alors une précision quand même, d'abord il y a un grand respect des corps qui sont donnés et sur lesquels travaillent ces apprentis chirurgiens. Et puis bien sûr, ça c'est le fer à moulin pour les étudiants parisiens ou étrangers, on l'a vu, mais il y a d'autres lieux de ce type pour les étudiants des grandes villes universitaires. On reste dans le domaine de la chirurgie avec une information intéressante. Que faire des doigts amputés ? Très simple, en faire don à un musée. Et ce n'est pas une blague, c'est ce que vient de faire un officier à la retraite britannique, ça me perturbe, hein, ancien membre d'une expédition sur l'Everest en 1976. Le musée national de l'armée à Londres souhaitait effectivement acquérir quelques reliques de cette expédition de 1976 pour en commémorer le souvenir. Donc les responsables du musée ont pris contact avec le commandant Branco, l'un des auteurs de cette ascension, espérant recevoir un bonnet ou même une paire de gants. D'où leur surprise quand l'ancien officier leur a offert ses 6 doigts de pied et ses 5 doigts de la main droite qui avaient gelé lors de l'ascension, qui avaient donc été amputés et conservés depuis dans une boîte réfrigérée spéciale. Et ainsi que l'a expliqué le commandant, je cite parce que ça ne s'invente pas, il dit « Je n'en avais plus l'utilité, de plus depuis qu'ils ont été coupés, je m'en étais de toute manière pas mal détaché. » 2 doigts d'humour typiquement british. Des centaines de milliers d'enfants sont actuellement en France victimes d'un problème de vue sans que personne ne s'en inquiète. Ce n'est pas de la négligence, mais simplement dû au fait que ces enfants ne savent pas forcément qu'ils pourraient voir mieux. C'est pour cette raison qu'il est indispensable que tous les enfants aient un dépistage des troubles de la vision. S'ils ne passent pas d'examen ophtalmologique, les conséquences peuvent être sérieuses. Avant de revenir sur ce sujet, Marina, on va avoir un petit rappel sur les examens de santé qui sont prévus à l'école. Oui, et il y en a 2, il n'y en a que 2. Premier examen de santé concerne les enfants en grande section de maternelle, donc des enfants qui ont entre 5 et 6 ans. Les médecins qui examinent à ce moment-là les enfants ont pour mission de surveiller leur état de santé général, leur croissance, ils s'assurent de la mise à jour des vaccinations et ils vérifient qu'il n'existe pas de déficit visuel ou auditif ni de problème dentaire. La visite médicale systématique suivante n'a lieu qu'en 3e. Donc on comprend évidemment l'importance de ce premier examen fait donc sur des enfants qui ont 5-6 ans. Alors effectivement, car de nombreux problèmes visuels apparaissent dès cet âge de 5-6 ans. Le dépistage des troubles de la vue à l'école, un reportage de Rosine Depoix et Pascal Thierry. En grande section de maternelle, on sait que dans chaque classe, une dizaine d'enfants au moins ont des problèmes de vue. Même lorsque les infirmières scolaires dépistent des anomalies, les enfants sont peu nombreux à consulter. Or, les études montrent qu'il ne peut y avoir de bon apprentissage de la lecture sans bonne vision. R1 CP, Oui.
Et pendant l'été, elle se plaignait d'avoir mal aux yeux en regardant la vidéo. Et comme on avait dit que c'était au CP que je devais revenir... Absolument, j'ai dit ça, oui. Tiens, regarde par ici, Mademoiselle Sixtine. Hop. C'est quoi ça? L'enfant qui va rentrer en CP après une année de terminale maternelle aura une habitude de travail qui est certaine, mais il va avoir une charge de travail beaucoup plus importante quand il va rentrer en CP, et il va avoir une stimulation de ses yeux de façon beaucoup plus importante. C'est pour ça que c'est très très important que ses yeux soient au mieux avant l'entrée au CP. Tu es prête? On va faire de la lecture. Elles sont chouettes mes lunettes? Non. Qu'est-ce que c'est ça? Un vélo. Oui, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vélo. Bravo. Non. Bravo. 6 ans, c'est l'âge où la myopie commence à apparaître. C'est l'âge où l'hypermétropie, qui est à la différence de la myopie à un œil trop court par rapport à la myopie qui est un œil trop long, va se décompenser du fait de la charge de travail. Et puis, les astigmatismes vont fatiguer les yeux du fait également de la charge de travail. Lorsque la vision est correcte, il est facile pour un élève de réaliser cet exercice comme ici, entourer la lettre I. S'il est myope, hypermétrope ou astigmate, impossible d'effectuer une tâche aussi simple que celle-là. On profite également de cet examen chez le garçon, puisque c'est relativement fréquent chez le garçon, pour dépister les troubles de la vision des couleurs. Différencier les couleurs fait partie d'un grand nombre de tests demandés aux alentours de 6 ans. Lorsqu'un enfant souffre de daltonisme, par exemple, il ne peut reconnaître le vert et le rouge notamment. Bon, donc on la reverra, puisque sa vue ne pose pas de problème, dans 2 ans, 2-3 ans à peu près. 2 ans. 3 ans? 2 ans. Myopie, hypermétropie, astigmatisme, ces problèmes sont courants chez l'enfant et à partir de 5-6 ans, on peut les détecter. C'est aussi le cas de l'amblyopie. Dans cette maladie, l'œil travaille de moins en moins et peut se réfugier dans le strabisme et dans la cécité. À 6 ans, on peut encore remettre cet œil malade au travail. À 8 ans, il est trop tard. Alors on reste dans ce domaine avec une question d'un téléspectateur qui voudrait que nous expliquions les différents problèmes de la vue dont on peut souffrir. Alors Marina, avant d'expliquer ces problèmes, pas tous parce qu'on pourrait y passer la journée, on va voir déjà comment fonctionne la vision normale pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Voilà, comment on voit net? Eh bien tout se fait, on va le voir tout de suite sur une image, grâce à des muscles et au cristallin. Le cristallin, il est là et en fait il est tenu de chaque côté par des muscles. Voilà, et c'est ces muscles et ce cristallin qui vont faire la mise au point exactement comme dans un appareil photo. Alors comment ça se passe? On va revoir si c'est possible l'image, si l'objet à voir est loin. Voilà, je vais mettre mon doigt très loin, regardez, vous ne voyez plus, il est sorti du cadre. Là, les muscles se relâchent et le cristallin s'amincit, s'aplatit. En fait, il va s'aplatir comme ça. Et s'il est prêt, c'est le contraire. Si l'objet est prêt, c'est le contraire. Les muscles se contractent et le cristallin s'arrondit. Et grâce à cette mise au point, l'image de l'objet va être projetée exactement au niveau de la rétine, mais à l'envers. C'est une image qui est à l'envers au niveau de la rétine et qui est remise à l'endroit après dans le cerveau. On va voir la rétine on va voir. Tout de suite sur notre schéma. Voilà. Donc l'image arrive ici, mon doigt qui là est droit, va se retrouver complètement inversé au niveau de la rétine qui est juste au-dessus de vous. Et c'est un travail du cerveau qui va permettre de me remettre mon doigt tout droit. Et ça, c'est le seul moyen qu'on a pour voir net. Alors, quand on voit flou, eh bien, c'est parce que la focalisation, les images, ne se fait pas sur la rétine. Il y a différents déficits qui l'expliquent, à commencer par la myopie. Oui, effectivement, les myopes ont un globe oculaire trop long. Le résultat, c'est que du coup, le cristallin n'arrive plus à focaliser les images des objets éloignés sur la rétine. Donc, il les focalise sur un point qui est situé en avant de la rétine. Et du coup, les myopes voient flou tout ce qui est situé loin. Et ils voient net les objets qui sont situés près de l'œil. Ça concerne quand même 20% d'entre nous, ce défaut. Et l'autre défaut dont on a entendu parler dans le sujet, c'est l'hypermétropie. C'est le contraire. L'œil, là, est trop court. Ce qui fait que tout ce qui est situé près de l'œil va être focalisé sur un point qui est situé en arrière de la rétine, donc également vu flou. Et encore un mot maintenant sur la presbytie. Elle survient avec l'âge tout simplement parce que le cristallin perd de sa souplesse. Du coup, évidemment, la contraction du cristallin se fait mal et la vision de près est floue également. Il ne va plus grossir, il ne va plus se rétracter, il ne va plus bouger. Voilà.
Une question encore d'une téléspectatrice, cette fois-ci, qui... là, c'est moi qui vais répondre. Oui, d'accord. Une téléspectatrice d'Alger qui nous envoie sa question par le site 5e, le site internet de la 5e. J'ai 52 ans et je souffre depuis environ 2 ans d'anosmie. Ça a commencé il y a 2 ans après un rhume. Est-ce que ça se soigne? À qui dois-je m'adresser pour cela? Alors, des précisions sur l'anosmie. L'anosmie, c'est un trouble de l'odorat. Normalement, quand on sent une odeur, les molécules vont aller juste entre les 2 yeux. Ici, c'est ce qu'on appelle l'éthmoïde. C'est une sorte de passoire dans laquelle vont passer justement des filets olfactifs qui vont recevoir les molécules et qui vont ensuite donner l'information au cerveau. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut ne plus sentir, notamment quand il y a une sorte de sinusite qui fait que tout est bouché. Mais la deuxième raison, et c'est probablement ce qui vous arrive, madame, et c'est pas très très bon, c'est qu'après un rhume, le virus a pu détruire complètement tous ces filets qui permettent l'olfaction. Et malheureusement, si ce sont les virus qui attaquent, Marina, c'est définitif. On ne peut pas rééduquer ça. On ne peut pas rééduquer, absolument pas, parce que les filets ont disparu complètement. Alors, pour faire le diagnostic, il faut de toute façon aller voir un ORL, puisque vous nous demandez à qui vous adressez, un otorino-laryngologiste. On vous fera passer des examens, notamment un scanner, pour voir où en est ce sinus entre les 2 yeux. Voilà. Juste avant de nous quitter, une précision sur le magazine de la santé. Vous savez que c'est notre émission hebdomadaire à 18 h tous les samedis. Et Marina, l'événement sera consacré à un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité, effectivement. Il y a 2 ans, vous vous souvenez tous qu'on parlait de la pilule miracle contre les troubles de l'érection, contre l'impuissance, c'était le Viagra. 2 ans plus tard, on a voulu savoir si comment se vendait d'abord le Viagra et puis si la sexualité des Français avait changé, la façon d'en parler également. Le titre, ce sera donc l'érection 2 ans après le Viagra et vous verrez qu'il y a de nouveaux médicaments qui arrivent qui sont étonnants. Et on parlera aussi samedi d'autisme, de l'ulcère gastrique, de l'ulcère de l'estomac et du pipi au lit. Voilà, en attendant, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Au revoir. À bientôt pour un prochain rendez-vous santé avec atmedica.com, site médical sur Internet.